Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le rendez-vous un petit peu, je sais pas, bimensuel, trimensuel, pour parler de la nouvelle soirée japonaise qui aura lieu donc ce dimanche 15 mars. J'essaie de faire un peu plus de vidéos en ce moment là, il y a pas mal de trucs à raconter, mais bon, parmi toutes celles qu'il faut que je fasse, bah, il y a au moins celle-là qui est un peu attendue, hein. C'est clairement la marque de l'endroit. Donc cette soirée, eh bien, elle va avoir lieu donc dimanche, probablement pour nous en journée, donc autour de midi, à Yokohama. Si jamais vous êtes de passage au Japon, pas trop loin de Tokyo, n'hésitez pas à y aller. La soirée devrait être pas mal, si jamais il y a encore des billets en vente. Et la plateforme de diffusion officielle de la soirée, c'est Unext, qui est une sorte de plateforme de streaming japonaise. Et c'est très très dur, en tant que personne non japonaise, d'aller chercher un compte, enfin de chercher, enfin déjà télécharger l'application et s'y inscrire, c'est assez galère. J'ai réussi à le faire quand j'étais au Japon cet été, mais bon voilà, enfin c'est très chiant. Donc j'espère qu'il y aura un stream sauvage qui va apparaître dimanche midi, parce que sinon ça va être compliqué de suivre la soirée en direct. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de combats qui sont très très intéressants, et j'aimerais bien pouvoir les voir en direct. Aujourd'hui je vais vous les présenter à peu près brièvement. Mon but c'est pas forcément de refaire une présentation hyper détaillée de tous les combattants de la carte, parce que bah, évidemment les combattants reviennent de carte en carte. Et bon, de toute façon, je pense que si vous êtes ici, on est un petit peu en initié. Et il y a des combattants dont j'ai déjà parlé en très large, très grand et très grand travers. En large, en long et en travers. Et donc voilà, c'est peut-être pas aujourd'hui que je vais pour faire une vidéo de 2 heures où je présente tout le monde. Ce qui est mis à l'honneur, enfin, bon, parmi les petites infos qu'il faut savoir, ça je vais quand même le rappeler, si jamais vous ne le savez pas, j'en avais déjà parlé ici, mais si jamais vous êtes nouveau, la boxe au Japon elle est organisée autour des salles, autour des gyms de boxe. Et donc en gros, quand vous êtes dans une salle de boxe, par exemple la salle Hohashi, qui est la salle de Inoue, bah, en gros vous signez naturellement avec le promoteur de la salle, qui dans le cadre de la salle de Hohashi, bah, est Hohashi lui-même. Souvent vous avez accès à un pool restant d'entraîneurs, souvent un seul, pour les grosses salles vous en avez plusieurs. Mais bon, c'est rarement plus que 3 4 quoi. Et du coup voilà, c'est vraiment un peu votre équipe, c'est interdit globalement d'affronter des gens de votre salle. Donc quand on a deux très bons combattants de la même caté dans la même salle, bah, c'est compliqué. Et voilà quoi, c'est un petit peu votre club en fait si vous voulez. Et il se trouve qu'il y a deux salles au Japon qui sont un peu plus grandes que les autres. La salle de Hohashi, donc celle de Inoue en gros, et la salle Tekken qui est à Tokyo. Et cette soirée, enfin en fait quasiment toutes les soirées japonaises qui sont un peu grosses, quand vous y regardez bien, elles sont organisées par Tekken, sont organisées par Ohashi, y compris pour toutes les soirées Korakuen, que je vous invite à voir si jamais un jour vous passez à Tokyo, qui sont donc des soirées où il y a potentiellement pas de championnat du monde, etc., mais il y a quand même des combattants de qualité qui combattent. Et donc souvent vous remarquez que c'est quasiment toujours des gyms qui organisent ces soirées-là. Et donc du coup il y a une line-up avec tout un tas de combattants de cette gym, et ils font venir des combattants, soit d'autres gyms, soit d'autres pays. Et donc cette soirée elle est organisée donc par Tekken, qui est personnellement ma salle préférée du Japon. C'est là qu'il y a globalement les boxeurs que j'apprécie le plus. Ohashi est numéro 2 quoi. Mais puis bon bref, enfin, globalement les gens de Tekken ont été sympas avec moi quand j'étais au Japon. Et donc voilà, je suis un peu en soutien de toute cette petite équipe que je suis de si près que je peux. Et donc forcément je suis assez hypé de voir leur line-up. Globalement, dans cette carte, il y a 4 combats qui sont vraiment plus intéressants que les autres. Ça va commencer avec un 4 rounds avec des boxeurs que honnêtement je connais pas, mais qui, bon, je suis pas sûr qu'ils donnent grand chose à terme. Remarque, il y en a un qui s'appelle Natsuki Kolamochi, qui techniquement a un seul combat pro, une seule victoire, donc il y a peut-être un monde où il va nous faire un truc bien plus tard. Mais bon, c'est clairement pas le combat de la soirée à regarder. Et les 4 autres, donc il y a 2 championnats du monde, un titre WBO des poids mouches, un titre WBC des mi-mouches. Il y a quelqu'un qui a un mandatory, enfin il y a un éliminateur qui normalement est WBA, si je dis pas de bêtises, pour les poids coqs. Et il y a le titre de champion du monde WBA des poids minimum, là, des poids paille, qui est défendu, mais en fait, non, on le sait très bien. Vous savez, c'est le WBA qui a 50 titres, et c'est pas le titre de champion du monde, c'est juste que bon, je vais détailler après. Mais on essaie de nous avoir, quoi. Mais donc, en gros, il y a 2 championnats du monde. Je vais commencer par l'éliminateur, parce que c'est un combat qui est quand même intéressant. Donc ouais, je suis quasiment sûr que c'est WBA. Et donc c'est un combat qui va avoir lieu entre Rico Masuda et Nonito Donaire. Donc Masuda, j'en avais parlé un petit peu plus en détail il n'y a pas si longtemps. C'est un boxeur donc, qui vient de Tekken, et qui est vachement agressif en fait. C'est ça qui est assez marrant à noter avec ce gars. C'est un Southpaw qui est déjà de 28 ans et qui donc ouais, a vraiment une philosophie de boxe bah, qui est vraiment agressive quoi. Et donc c'est un combattant qui a pas mal assez vite percé sur la scène japonaise, mais qui en fait a eu un petit contretemps puisque dès seulement son quatrième combat pro et un an en tant que pro, il avait un tellement gros potentiel qu'il avait déjà été catapulté sur le titre japonais des poids coqs.
qui est un titre qui a beaucoup de prestige, hein. En général, le champion japonais des poids il est dans le top 10 de The Ring pour la KT, en gros. Et le champion à ce moment-là, c'était un certain Seiya Tsutsumi, qui se trouve être pas le boxeur le plus talentueux du monde, mais définitivement un boxeur qui nage pas son os. Et suite à un combat qui était l'Andy Round, bah, il s'était retrouvé vaincu par Tsutsumi, qui avait conservé sa ceinture de champion du Japon, qu'il a upgradé en ceinture de champion du monde, moins d'un an, non, un peu plus d'un an après. Donc on voit que c'était un contretemps, mais un contretemps qu'on comprend quand on voit les qualités de l'adversité qu'il avait, hein, Tsutsumi qui est actuellement le numéro 1 des coqs. Et derrière, bah, il a continué d'enchaîner cette victoire, que des KO. Son combat s'est terminé, enfin, disons que je vous l'avais présenté vraiment très largement, c'était pour le 24 novembre, où il a fait un combat contre un certain Calderon Cervantes, que je connaissais pas plus que ça, et où j'étais à peu près persuadé que Calderon Cervantes allait se faire avoir par Masuda. Et le combat était un peu chelou, en fait le combat a été arrêté prématurément, et il se trouve que du coup on allait au pointage, à cause d'un choc de tête, hein, si je me souviens bien. Il se trouve que du coup on allait à un pointage anticipé, donc le combat a été pointé en seulement 5 rounds, et il se trouve que ça se sentait que Masuda avait une stratégie plutôt de laisser filer les premiers rounds pour terminer le combat en force et notamment aller chercher le KO, quitte à bah, choper un peu les habitudes de son adversaire pour chercher à le contrer ou chercher à anticiper. Sauf que du coup, bah, il a un peu laissé filer les premiers rounds et ça fait qu'au moment où il accélère, bah, il y a le coup de tête qui arrive. Bon, il se trouve qu'il a quand même été déclaré vainqueur aux cartes dans un combat où en vrai, je pense qu'il l'aurait gagné si c'était l'Andy Round, mais je suis pas sûr que sur ma carte il était devant au bout de 5. Je pense que vous avez l'idée. Bon, reste que dans tous les cas, il s'est retrouvé gagnant. Et donc là, maintenant, il est catapulté dans un éliminateur. Dans tous les cas, un modulo, ce petit accrochage qu'il y a eu lors de son dernier combat, c'est un type qui est très très doué. Perso, je pense que c'est vraiment un mec qui a de quoi aller chercher une chance mondiale à l'occasion. Donc je suis ravi de voir qu'il continue d'aller frénétiquement dans cette direction. Et son adversaire, ce n'est nul autre que la légende Nonito Donaire. Nonito Donaire qui, bon, alors, qui a 43 ans, qui a été champion depuis voilà, très très longtemps, qui a fait 50 000 catégories de poids aussi. Donc là, si vous vous souvenez bien pour Donaire, globalement, il se fait arrêter par Inoue, enfin il se fait pas arrêter, mais il perd une décision contre Inoue en 2019 dans le combat de l'année. Après 2 ans où il fait rien, il arrive à revenir de façon très étonnante, il gagne contre Nordine Bali, qui est un combat qui a traumatisé la scène française entière de boxe, parce qu'on pensait vraiment qu'Oubali allait pouvoir choper le scalp de Donaire, mais le combat s'est fait dans des conditions très compliquées, et donc il s'est retrouvé perdant. Suite à ça, il s'est fait démonter par Inoue lors de la revanche, et il est tenté de revenir contre Santiago pour le titre WBC des poids coqs, au moment où Inoue est monté et toutes les ceintures des coqs ont été dispatchées. Et il perd dans un combat où franchement on a vraiment vu un Donaire de meilleur niveau. Tout ça pour avoir Santiago, je refais un peu tout l'historique, hein, mais qui s'est déboîté par Nakatani, donc c'était début 2024. Et donc ça fait que, après il n'a pas combattu pendant 2 ans, on avait vraiment des questions à se poser sur est-ce que Donner appartenait encore au top niveau, puisque bon bah techniquement, voilà, le combat, enfin l'enchaînement des combats Inoue 2 puis Santiago montre que Donner est vraiment clairement sur la fin. Suite à ça, il prend 2 ans d'inactivité. Donc ouais, franchement, moi j'étais pas très optimiste sur les capacités de Donner à redevenir champion. Reste que bon, il revient avec une victoire, et donc on lui redonne une chance mondiale, parce que bah, c'est quand même Donner, et c'est quand même un type qui a le pédigré nécessaire pour qu'on puisse comme ça lui filer un peu des passes droits, surtout dans une caté des coqs qui était assez ouverte à ce moment-là, où disons que les challengers légitimes se bousculaient pas non plus au parti, hein. Et donc bah, on lui a donné une chance pour affronter Seiya Tsutsumi, le fameux, hein, c'est le même qui avait battu Masuda. Et en fait, le combat s'est retrouvé ultra serré, en fait. Tsutsumi l'a quand même emporté par décision partagée, mais ouais, même si Tsutsumi a mis le pressing sur les derniers rounds, bah, Donner a vraiment bien commencé, et notamment au quatrième round, il a vraiment touché très très fort Tsutsumi, qui a failli aller à terre et qui aurait pu se retrouver KO si jamais le combat avait pu continuer, enfin si les rounds avaient pu continuer quelques secondes de plus. Malheureusement pour Donner, il l'a touché un peu tard. Et donc, bah, je pense quand même clairement que ce combat a montré à Donner qu'il avait toujours ce qu'il fallait pour pouvoir éventuellement choper une chance mondiale, même si ça va être compliqué, hein, parce qu'il va falloir qu'il gagne au moins 2 combats. Il a 43 ans, le tour joue contre lui. Bon, clairement je ne ferai pas confiance sur le fait que Donner puisse remporter un nouveau titre, mais en tout cas, il y croit. Et donc, bah, c'est bien de voir que vraiment, il a conscience que le temps est contre lui, donc seulement 3 mois plus tard, il revient contre Masuda. Pour moi, c'est un combat qui est vraiment sympa, hein, vous le comprenez. Masuda comme Donner, c'est 2 boxeurs que j'aime bien. C'est 2 boxeurs que j'aimerais bien voir avoir une chance mondiale. Et c'est 2 boxeurs que j'aimerais bien potentiellement voir devenir champion du monde. Encore pour Donner et une première fois pour Masuda. Donc je trouve que c'est un combat qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est l'occasion pour Masuda de frapper un grand coup en disant bah regardez, imaginons qu'il mette KO Donner, ce qui, vu le ratio de KO de Masuda, serait pas forcément impossible. Imaginons qu'il mette KO Donner, ça serait la possibilité de dire bon bah le champion de Tsutsumi n'a pas réussi à le mettre KO. Moi, regardez ce que je lui fais. Donc voilà, ce serait l'occasion pour lui d'arriver très très fort sur la scène mondiale.
Et évidemment, pour Donner, ce serait un miracle supplémentaire dans la très très longue carrière du Filipino Flash. Évidemment, ça me ferait très très plaisir aussi de voir ce boxeur que j'ai tant aimé réussir encore à montrer une fois de plus que bah, il appartient au top niveau, alors que ça fait 6 ans que dans ma tête il est enterré, quoi. Donc ouais, enfin, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Et en pronostic, je pense quand même que Masouda devrait l'emporter. Parce que dans ma tête, Donner, il est quand même vieux, et Masouda, il est quand même jeune, il est quand même prometteur. Mais bon, écoutez, Donner nous fait des dingueries. Je pensais pas du tout qu'il ferait un bon combat contre Tsutsumi. Et pourtant. Donc voilà, même si je pronostiquerais Masouda, que je pense favori. euh, Disons que le combat contre Tsutsumi, mais après, il n'y a pas nécessairement sous-estimé Donner. Mais je pense que c'est pas forcément une super idée de le renvoyer aussi vite dans un combat contre un adversaire aussi dangereux que Masouda. Après, je comprends que du point de vue de Donner, il n'y a pas trop le choix. Il a déjà 43 ans, il ne peut pas attendre un an avant de pouvoir revenir sur le ring, quoi. Là, il faut qu'il revienne maintenant. Sa chance mondiale, il faut qu'il l'ait d'ici la fin d'année, quoi. D'ici ses 44 ans max. Ouais, sinon ça commence à vraiment devenir vieux. Donc bon, je capte qu'il n'a pas non plus vraiment le luxe d'attendre, mais en même temps ouais, je pense que c'est dangereux pour lui de revenir aussi vite dans un combat contre un jeune aussi dangereux que Masuda. Ok, donc ça c'était le premier combat qui m'intéressait beaucoup. Le deuxième combat qui m'intéresse un peu moins, mais qui m'intéresse quand même, c'est le combat qui va opposer Ryusei Matsumoto à Yuni Takada pour la ceinture de champion du monde WBA des poids à paille. En gros, l'idée, hein, j'ai dit que je reviendrai un peu dessus, c'est que la WBA, ils aiment bien multiplier les titres. Bon, pour leur honneur, c'est un peu moins le cas maintenant que c'est l'été à une époque où c'était vraiment n'importe quoi, il y avait 30 titres WBA, c'est un peu moins le cas, mais bon, ils aiment quand même bien, et en gros, un peu leur politique, c'est si jamais on a un boxeur champion du monde qui unifie un titre, ce qui est le cas actuellement, puisque le champion Oscar Collazo est champion WBO et WBA, et bien dans ce cas-là, on upgrade le champion en super champion, et donc bah, la ceinture de champion est libre, donc on peut en avoir un deuxième. Donc on voit que c'est vraiment un truc de zinzin, enfin c'est vraiment ouais, un second lineage, enfin c'est très bizarre. Donc bon, enfin, vraiment c'est une tentative de la mettre à l'envers. Donc je le répète, hein, j'aime beaucoup Matsumoto, mais Matsumoto n'est pas champion du monde. Et donc il a la possibilité d'affronter un certain Yumi Takada, qui a un palmarès de 16 victoires pour 9 défaites et 3 égalités. Donc quand on regarde ça, on se dit que c'est pas dingo. Matsumoto, lui, il a 7 victoires pour 7 combats. Donc il a un palmarès qui est beaucoup plus clean. Il est très bien classé dans la catégorie des poids minimum. C'est en gros le numéro 1 japonais, suite au départ des frères Shigeoka. Et c'est un type où en fait quand on regarde, il est passé pro il y a relativement pas longtemps, hein, parce qu'il est passé pro il y a 23 ans, alors qu'il est déjà assez vieux, parce qu'il a déjà 27 ans. Mais ça reste un jeune boxeur, au sens où sa carrière pro est pas non plus très entamée. Et c'est un type qui, je pense, se dirige de façon assez méchante vers une chance mondiale. Je sais pas trop si target Colliazo, ce qui serait un combat qui m'intéresserait, même si je préférais voir Colliazo unifié ou monter. Et je sais pas trop si il target, comme il a le titre WBA, je sais pas trop s'il peut se permettre de target un des deux champions philippins. C'est vrai que j'aimerais bien voir la continuité de cette rivalité entre les champions philippins Jérusalem et Taduran contre les Japonais, qui sont jusqu'à présent un peu les deux seuls Philippins qui arrivent à tenir tête à un grand nombre de Jap. Donc j'aimerais bien. Reste que bon, là, il se retrouve à devoir redéfendre son titre contre un certain Uni Takada. Il se trouve qu'en fait, il sort d'une victoire contre Takada dans un combat que j'ai pas vu, qui a eu lieu le 14 septembre. Attendez, en fait, si je vous dis que je l'ai pas vu, mais je crois qu'il était en sous-carte de Inoue contre Ahmad Aliyev. Ouais, exactement. Ok, si, bon, bah j'ai dû le voir. Oui, c'était aussi la carte où il y avait Takai contre Medina. Ok, bah écoutez, j'ai vu ce combat. Pour être tout à fait honnête, je me souviens plus tout à fait de tout ce qui se passait, de comment ça se passait, mais je sais que je l'ai vu. Et donc globalement, ouais, ça s'est fini. Elle a une décision anticipée, pareil, à la fin du cinquième, où Matsumoto était très très largement devant. Mais bon, du coup, ils font quand même un rematch. Euh, Globalement, Jin Takada, hein, c'est un boxeur qui est d'origine philippine, mais qui boxe au Japon. Et malgré son palmarès, qui n'est pas des plus attirants, c'est quand même un type qui en fait a enchaîné une grande streak de victoires. Il a eu un début de carrière un peu chaotique où il perdait et gagnait beaucoup. Et ensuite, il s'est vraiment, il a vraiment, ouais, vraiment beaucoup progressé en fait sur ces dernières années là, depuis 2022. Et notamment, il a récupéré des très bonnes victoires, notamment contre Goki Kobayashi, qui est un autre très très gros boxeur japonais des poids minimum weight, et également contre Katsuki Mori, qui sont pour moi ses deux plus grandes victoires. Et donc voilà, il s'est retrouvé à perdre contre Matsumoto. Bon, visiblement, il était vraiment en retard, très très loin derrière toutes les scorecards. Donc je pense que Matsumoto devrait remporter ce combat assez tranquillement. Et j'espère que ce n'est qu'une étape pour qu'elle puisse petit à petit se diriger vers une chance mondiale. Euh, et voilà, moi je le dis, j'aimerais bien un match contre les Philippins, même si je pense que lui va probablement target Koyazo, vu son titre WBA. Ensuite, il y a le Comain Event, et donc c'est Matsumoto, hein, le boxeur de Tekken.
Ensuite, il y a le Common Event qui a lieu entre Knockout CP Freshmart et Shokichi Iwata pour le titre WBC des Mimouches. Et je suis pas très content. Je suis pas très content parce que l'histoire de ce titre WBC il est un peu chelou. Mais en gros, le truc c'est qu'il était à Tel Aviv. Tel Aviv est monté. Le titre s'est retrouvé vacant. Et le titre vacant a été récupéré, alors que je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a été récupéré initialement par un certain Panya Pradapsri. Ah, je le prononce mal. Panya Pradapsri, qui était un Thaïlandais, qui s'appelait, alors je crois que c'était Pitchmani, c'est Freshmart, mais je sais que lui, pour le coup, je l'appelle un peu plus Panya Pradapsri depuis un moment. Parce que les boxeurs thaïlandais, ils ont toujours deux noms en gros. Euh, Typiquement, Knockout CP Freshmart sur BoxRec a nommé Tamanun Nyomtrong par exemple. Donc on voit, il y a un nom un peu plus occidentalisé. Et donc ce combat avait eu lieu, c'était fin 2024, et en gros c'était un peu un scandale, dans le sens où Carlos Canizales, c'était un challenger de très très longue date des Mimouches, c'est un type qui avait donné un combat difficile à Kenshiro Teraji, et c'est un type qui, bon, moi j'ai vu Teraji gagnant, hein, mais il y a des gens qui osaient dire que Canizales était quand même devant, et je trouve ça dur à avaler, mais soit ça témoigne quand même du gros combat qu'avait fait Canizales, et une fois bon, comme il avait des bons arrangements avec la WBC, c'est à peu près admis qu'il allait avoir une chance pour le titre une fois que Telaji montait. Sinon, de toute façon, je crois que c'était une revanche contre Canizales qui était exigée, si Telaji montait pas. Donc le combat s'est fait, il fallait nous chercher un ancien champion des poids minimum weight, donc Panya Pratsri, qui avait été battu par l'un des deux frères Shigeoka, par Yudai. Et il se trouve que ce combat qui a eu lieu vraiment le 26 décembre 2024, donc une période où globalement on n'était pas très intéressé par la boxe, euh, donc le combat est vraiment passé inaperçu, qui plus en Thaïlande, enfin je crois que vraiment il a eu 0-0 diffusion. Et pourtant, ce combat a été le plus gros vol de l'année 2024. Canizales a clairement remporté le combat, et pourtant la décision a été faite en Thaïlande. C'est vraiment une décision maison. Comme on en parle beaucoup, mais comme en fait il en existe plus tant que ça, bah là ouais, on a vraiment eu la décision maison. Et donc Carlos Canizales s'est fait voler. La revanche a été organisée sur le champ, mais par la WBC, mais c'était très galère de trouver un moyen pour l'organiser. Dites-vous, c'est un tel vol que The Ring a refusé de placer Panya Trapstri plus haut que Canizales en disant bon, quand même s'il a gagné et que quand les combats sont serrés mais qu'il y en a un qui gagne, on le met quand même devant. Là, enfin, faut pas non plus déconner quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment un gros scandale qui paraît pas trop fait de bruit. Et donc la revanche a été organisée, c'était au début du mois d'août. Elle a été organisée à Caracas, et globalement Canizales a encore une fois montré qu'il dominait son adversaire. Il y a eu une petite frayeur au niveau du quatrième round quand Canizales est allé à terre, mais il n'a pas été si touché que ça. Et au cinquième, il arrive à terminer Panya Prapsri et à devenir champion du monde. Donc Canizales devient champion, c'est super. C'est vraiment une consécration pour ce type qui attend de réussir enfin à mettre sa main sur un titre mondial depuis en vrai au moins 7 ans et qui franchement avait toutes les capacités pour le faire. Donc moi c'est un type que j'ai vraiment appris à apprécier, à supporter, et j'étais vraiment heureux de le voir à ce moment-là devenir champion. Puis un combat a été organisé contre Knockout CP Freshmart. Moi j'étais très heureux, parce que CP Freshmart, je vais en parler un petit peu, mais c'est un boxeur qui vient de loin aussi, donc j'étais vraiment content de voir un combat organisé entre les deux. Sauf que Carlos Canizales est vénézuélien, vous le savez peut-être, mais on a un super dictateur qui est à la tête des États-Unis. Et donc, eh bien, il a décidé d'envahir le Venezuela et de virer le président pour pouvoir récupérer du pétrole. Officiellement, parce qu'il y avait des menaces terroristes, blablabla. Menaces terroristes, des menaces de trafic de drogue. Et donc, le combat n'a pas pu être organisé entre Knockout CP Freshmash et Carlos Canizales, qui a dû rester au Venezuela. La WC qui voulait la thune a placé Canizales en champion URSS et a donc trouvé un super challenger, alors, je crois qu'il était mexicain, je vais vérifier. Non, c'est ça, pardon, il était argentin, donc un certain Junior Leandro Zarate. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, franchement, on ne le voyait pas poser beaucoup de problèmes à Knockout CP Freshmart. Et en effet, il n'en a pas proposé tant que ça. Et donc, la ceinture est allée sur la taille de Knuckles et Smart. Et perso, je suis pas si dérangé, je comprends l'idée de la WBC, de vouloir quand même rentabiliser son argent, et donc de pas vouloir annuler un combat. Puis de toute manière, je le capte aussi, t'as des fans qui sont déplacés, patati et patata, t'as pas envie d'annuler l'événement, parce que t'as un boxeur qui a pas de visa pour se déplacer, je capte, mais bon, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faut sortir les ceintures intérimaires? Est-ce que c'est pas... voilà, il y a tout un tas de trucs qu'on peut se questionner. En tout cas, on dirait clairement que Canizales a été strip, et je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je trouve qu'on l'a vu il y a pas longtemps avec Opetaya, là, qui parlait un petit peu de la ceinture IBF dont il a été destitué.
et qui disait: «Mais quand même, rendez-vous compte les amis, je me suis cassé la mâchoire pour la ceinture. J'ai mangé de la soupe pendant 4 mois, je pense que les gens se rendent pas compte des efforts qu'on fait pour les choper, qu'on fait pour les défendre et il y a des comme ça des fédérations qui, du jour au lendemain, sur un coup de tête, nous enlèvent nos ceintures». C'est un peu du grand n'importe quoi. Je suis d'accord, et franchement, je veux dire, je serai jamais boxeur pro, je serai encore moins champion du monde, mais quand on voit les efforts qu'il faut pour, réussir à choper des ceintures, voir des fédés qui, n'ont des mecs à la tête des fédés qui ont jamais fait un quart de ces efforts sportifs et qui décident de te virer ton titre comme ça sur un coup de tête, je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et franchement, j'ai pas trop de news sur Canizales, je suis pas vraiment sur Insta, je suis pas beaucoup sur des réseaux sociaux, donc je sais pas exactement. J'ai pas vu 50 milliards d'articles non plus sur lui, donc je sais pas tout à fait comment il va dans sa vie actuellement, mais il y a quand même de bonnes raisons pour moi pour juger que c'est pas très très cool ce que fait la WBC de virer le titre comme ça de Canizales, puis bah, de le remettre en jeu. Voilà, maintenant, allez hop, c'est parti. Je trouve que c'est vraiment pas dingue. Le vrai champion WBC, ça va être Canizales, le seul, l'unique, celui qui a mérité son titre. Et en attendant, bien, ça fait même pas un an qu'il a gagné son titre techniquement, et déjà ça y est, en bout de 2 mois, hop hop hop, on lui file, on lui enlève et compagnie. Franchement, on a vu des champions de WBC qui défendaient pas leur titre pendant 3 ans, ça gênait personne. Je pense à Jermall Charlo. Canizales, il a pas le luxe d'être américain, et hop, tout de suite, dès qu'il peut pas combattre, l'espace de quelques mois, parce que ça se trouve, il pourra combattre d'ici cet été, on lui tire son titre, on le met sur les jambes de quelqu'un d'autre. Je trouve ça crade, vraiment je trouve ça crade, et je valide pas. Je suis très heureux que Iwata ait une chance mondiale, je suis très heureux que Knockout s'est préféré Smart et peut devenir champion, je suis très heureux que les deux s'affrontent, il n'y a aucun problème avec tout ça. Mais évidemment, enfin voilà, je suis très très content que le combat ait lieu et qu'il y ait un titre mondial entre ces deux-là. Mais je trouve que c'est crade ce qui a été fait à Canizales. Donc vraiment, vraiment j'aime pas. Malgré tout, sur des notes un peu plus positives, le combat m'intéresse beaucoup. Knockout, c'est Freshmart, donc c'est un boxeur thaïlandais qui en fait a pas mal subi de problèmes pas mal subi de problèmes de managing dans sa carrière. Puisqu'en gros, alors bon, je vais sûrement retourner parler en thaïlandais parce que j'ai un peu plus l'habitude de ces noms-là maintenant, parce que ceux qui sont sur BoxRec. Mais en gros, il est devenu champion très tôt, Knockout, c'est Freshmart. En 2016, il devient champion. Donc il devient champion de WBA des poids pailles. Et il y a un autre mec qui va s'instituer comme le champion WBC des poids pailles, qui s'est appelé Chayafun Munsri. Alors je crois qu'il a un autre nom qui est un peu plus occidentalisé, mais comme je vous ai dit maintenant, j'ai plutôt l'habitude de BoxRec. Et donc le problème c'est que Munsri avait la WBC, Freshmart avait la WBA, c'était clairement les deux numéros 1. Et comme ils venaient tous les deux de Thaïlande, il a été choisi de faire un truc qui n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, et c'est vachement dommage. Quand il y a une KT où les deux titres principaux sont récupérés par deux mecs du même pays, et bah au lieu de les faire s'affronter, on fait fructifier les ceintures de chaque côté. Donc on leur met des challengers de opposition et de qualité plus basse, et les mecs enchaînent les défenses de titres, sans vraiment qu'on ait la possibilité d'avoir une unification, qui serait pourtant fantastique, parce que riche en importance pour la KT, pour le pays, et pour l'histoire du sport. Perso, après je suis pas investisseur, j'ai tendance à penser qu'un combat qui intéresse les fans peut jamais être vraiment trop négatif. Maintenant, est-ce que vraiment il y aurait eu de la hype pour un combat d'unification de poids paille? Je sais pas. Peut-être en Thaïlande, mais je suppose que si les promoteurs l'ont pas fait, c'est qu'ils jugeaient que ce serait pas intéressant pour eux, que c'était mieux de faire fructifier les deux ceintures. Bon, je veux bien y croire. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Pour moi, l'endroit où ça arrivait, où c'était le plus catastrophique, c'est dans la catégorie des mimouches dans les années 80, entre Jung Chang et. J'ai oublié son nom. L'autre mec qui a fait 38, qui a fait 18 défenses de titre. Je m'en veux d'avoir son nom sur le bout de la langue. Bon, c'est pas grave. Myung Woo, voilà. Entre Myung Woo et Jung Chang, où pareil, les deux ont conservé leur titre. On fait genre 17 et 18 défenses de titre sans jamais s'affronter. C'est terrible. Mais bon, écoutez, ils nous ont refait la même ici en Thaïlande. Finalement, Moonsri s'est fait destituer par Panya Pratsri, comme quoi vraiment tout est lié. Et puis derrière, donc Moonsri a pu affronter Knockout et Freshmart, finalement en fin 2022. Freshmart l'a emporté. Il faut dire que Moonsri était clairement sur la fin. La preuve, il n'a jamais recombattu depuis. Moonsri, il faut savoir qu'il a fait un peu de bruit parce qu'il avait un palmarès qui était, alors attendez, j'essaie de calculer très vite, mais qui était genre de 51 ou 52-0 à un moment. Du coup, il a fait un peu de bruit à un moment quand les gens disaient regardez, ce mec est meilleur que Floyd Mayweather parce qu'il a plus de combats sans défaite. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais écoutez, peut-être que voilà, la place des gens qui traquent sur le 49-0 de Mayweather. Enfin bon, enfin, il est clairement moins bon, hein, Moonsri, il n'y a aucun problème. Il y a des combattants à 30-0 qui sont meilleurs que Mayweather aussi. Voilà, il faut. En tout cas, donc c'était un petit peu le paysage des poids pailles. Et donc ça fait quoi, Knockout CB Freshmart, il a un peu manqué de traction dans ses carrières, même s'il a enchaîné pas mal de défenses des titres. Et puis derrière, il y a le Covid qui est arrivé, et il a vraiment eu des gros problèmes en termes de manager, parce que vraiment sa carrière s'est arrêtée, quoi. C'est-à-dire que 2021, il combat une fois, 2022, il combat contre Moonsri, c'est un très gros combat pour la KT.
Et après, il combat pas pendant 2 ans. C'est très long. En fait, il y a eu systématiquement des combats qui étaient prévus puis qui ont été annulés. Mais ça a vraiment été terrible pour un type qui finalement s'est retrouvé fin 2024 à être en vrai le combattant le plus vieux, enfin le plus vieux champion du sport en activité. Ça faisait 8 ans qu'il avait sa ceinture. En vrai, 8 ans à garder la même ceinture, on est parmi les règnes les plus longs de l'histoire. Sauf que, bah, il y a quand même 2 ans où il n'a pas combattu. Et avant, il a quand même enchaîné pas mal de combattants. Certains qui étaient de très bonne qualité, d'autres qui étaient de qualité plus inférieure. Et puis, bah, ça s'est arrangé. Il arrive à faire un retour contre un certain Alex Winwood dans un combat qui était super. C'était en 2024 là, où j'avais fait une vidéo pour parler de Knockout Stephen Fresh Mart, où on a essayé de le voler et tout. Enfin, c'était vraiment moche ce qu'ils ont essayé de lui faire, mais bah, il a conservé son titre. Donc moi j'étais ravi. Et ça a été visiblement un peu le dernier grand coup d'éclat de Stephen Fresh Mart, puisque 2 mois après il prend Oscar Collazo. Il voulait, c'était pour la soirée qui mettait à l'honneur l'Amérique latine, Henry Riyad Season, et il voulait qu'il y ait au moins une ceinture The Ring dans l'événement, parce que ça les faisait un peu mal de dire regardez, on ramène les meilleurs combattants de la planète et qu'il n'y ait pas de ceinture The Ring. Et donc ils ont ramené Collazo, ils ont ramené Freshmart, qui était numéro 1 et numéro 2 des pailles, pour que la ceinture The Ring puisse être mise en jeu. Bon, Collazo a déboîté, comme c'est Freshmart. C'est triste, moi j'étais vraiment. Enfin, moi j'étais partagé, j'aimais beaucoup les deux, mais voilà, je fais bien Freshmart et ça m'a fait chier de le voir. Mais bon, enfin, il s'est vraiment fait manger. Et donc de Koyasu a récupéré tous les titres. C'est comme ça qu'il s'est fait monter, upgrader en tant que super champion et que Matsumoto a pu s'initier pour récupérer sa ceinture de champion. Comme ça, voilà, on voit qu'on a vraiment tout qui fait sens. Et puis bah, moi je me disais que c'était un peu la fin de carrière pour Stephen Freshmart, un combattant qui voilà, s'est retrouvé dans des problèmes de managérial, et puis finalement il est un peu passé à côté de la grande carrière qu'il aurait pu avoir, malgré ses immenses défenses de titre contre des adversaires pas forcément hyper prestigieux, et quand même malgré tout un retour très valeureux contre Alex Winwood. Puis bah, en fait il s'est remis à être très actif, puisque 2025 il combat non pas moins de 4 fois, ce qui est beaucoup. Alors il fait les classicos 6 rounds thaïlandais, mais bon, il a quand même suffisamment combattu dans la nouvelle KT des Mimouches pour avoir une chance mondiale. Donc initialement contre Canizales, vous l'avez compris, finalement il a récupéré le titre, qui était même, je crois, même il était vacant, hein, je crois qu'ils n'ont même pas mis Canizales en Challenge Dresses. Enfin bon, c'est Kata. En tout cas, maintenant il va défendre son titre, donc on reste dans une très grande activité, puisqu'il a gagné son titre il y a à peine 3 mois. Donc ouais, ça me fait plaisir de voir ce regain de carrière pour Cyprien Schmart, alors qu'il forcément est vieux, hein, il a 35 ans, donc je suis pas sûr qu'il puisse rester au top de son game pendant encore très longtemps, mais je suis vraiment ravi de voir comment cette fin de carrière se déroule. Et c'est un type qui, entre son combat contre Moonstreak, qui est important, Winwood, Koyazo et maintenant Shokichi Wata, est quand même en train de poser son nom comme étant quelqu'un qui est vraiment important historiquement. Il l'était déjà, il est en train de l'être d'autant plus. Donc non, je suis vraiment ravi, malgré tout, de le voir revenir comme ça. Contre un Shokichi Wata, qui est un boxeur que j'aime beaucoup aussi. Shokichi Wata, c'est également un boxeur de Tekken. De toute façon, vous le comprenez, ils ont line-upé tous leurs combattants. Et c'est un type qui, alors pareil, en fait a démarré dans une grande tradition japonaise où il est passé par les steps un peu classiques, hein, c'est-à-dire un mec qui va affronter des boxeurs très locaux. Bon, je dis ça, il a fait son premier combat aux États-Unis de façon assez étonnante. J'ai pas creusé plus que ça pour savoir comment il s'est retrouvé là-bas. Mais à part ça, il se retrouve globalement à combattre au Korakuen Hall, dans des soirées organisées par Tekken, dans lesquelles il monte les rangs des organisations japonaises, jusqu'à devenir champion du Japon. Puis ensuite, il se met à choper des titres régionaux, et ensuite, il va chercher un titre mondial. C'est la classique. Il était à l'époque tombé sur Bomba Gonzalez, c'était en light fly. Bomba Gonzalez qui aurait dû unifier contre Telaji un moment avant d'être malade et patati et patata. Et donc, malheureusement, il perd ce combat. Il perd ce combat contre Calais, si je crois qu'il était portoricain, si je dis pas de bêtises. Je dis ça parce que oui, il va affronter un autre portoricain, oui, tout à fait. Donc, il perd contre Bomba, donc c'est pas grave, il se refait la cerise. Il retourne à un niveau d'adversité qui est pour le coup un peu plus international, plus que régional. Il va notamment réussir à aligner un certain René Marc Quarto, qui a été un excellent combattant dans les catégories autour des poids pailles et des poignées mouches. Donc ça va lui permettre d'avoir un accès à de nouveau une chance mondiale pour la ceinture WBO Del Highfly contre Jairo Noriega, qui si je ne dis pas de bêtises est espagnol, ouais, tout à fait, au moment où Bomba Gonzalez s'est monté. Et il se trouve qu'il va un peu dégommer Noriega, il va récupérer le titre par un TKO au troisième round. C'est un boxeur, un Iwata, si jamais vous l'avez jamais vu boxer, qui je trouve un style japonais un peu classique et pas forcément si explosif. Il y a des boxeurs japonais qui sont très explosifs et beaucoup sur des pendulum step, mais et en travaillant beaucoup en direct. Lui, il a peut-être plutôt un style où il va un peu plus planter ses pieds, avancer, mettre beaucoup de pressing, main haute, et puis essayer de rentrer, soit globalement avec des directs aussi, hein. On est quand même sur une boxe de direct pour la boxe japonaise.
Et donc voilà, c'est un type qui est globalement toujours fun à avoir boxé, mais qui peut manquer, notamment peut-être un peu d'IQ, qui peut être un peu prévisible, qui peut un peu avoir du mal contre des boxeurs, plus que contre des mecs qui vont aller à l'échange. Et ça s'est vu lors de sa première défense de titre qui a eu lieu il y a à peu près un an, même il y a un an, quasiment jour pour jour, contre René Santiago, qui était également portoricain, décidément, qui à l'époque n'était pas champion. C'était une défense de titre qui était censée être pas si dur pour Iwata. Et puis, bon, bah écoutez, en fait, alors c'était aussi un type qui est perdu contre Gonzalez, hein, contre Bamba Gonzalez. Donc c'était un petit peu les deux anciennes victimes du champion qui se voyaient l'opportunité de récupérer son titre. Et puis, bah écoutez, le combat a été plus difficile que prévu. Et en fait, même il s'est pris une leçon de boxe par Santiago, qui boxaient beaucoup sur leur couloir, mais qui arrivaient très bien à le contrer, et puis à rentrer, partir. Donc enfin, c'est très très beau comme combat de la part de Santiago. Iwata laisse filer les rounds, et puis voilà, Iwata se retrouve perdant à la décision. Un combat propre, sans bavure, sans knockdown, avec un Santiago qui devient champion. Alors bon, il se trouve qu'il va même confirmer derrière en battant Kyosuke Takami, donc il va vraiment devenir une bête noire du Japon, et s'imposer comme étant actuellement le numéro 1 de la KT des Mimouches, ce qui était pas gagné hein, pour un Santiago qu'on a vite enterré, notamment que j'ai vite enterré. Mais bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'Iwata, ça reste un des meilleurs de la catégorie des Mimouches actuellement. Il est actuellement classé 6ème, je crois, par BoxRec. Et c'est genre le deuxième meilleur japonais derrière Takami. Et c'est vraiment, vraiment un type qui. Alors, Takami qui se trouve est également de Tekken. Donc, vraiment, Santiago, c'est la bête noire de Tekken. Et donc, ouais, Iwata, qui reste vraiment un boxeur qui bah, actuellement est un boxeur qui est très important euh, dans la catégorie des Mimouches. Et qui donc bah, de nouveau une chance mondiale suite à il avait fait un retour entre temps qu'il a gagné par KO contre un adversaire qui était bon mais qui sans toute mesure n'était pas non plus un boxeur d'un top 10, d'une qualité de top 10 mondial. Et donc ouais, maintenant il a de nouveau une chance mondiale contre Knuckles et Fresh-Mart. Vous le comprenez du coup en vertu de tout ça, c'est un combat qui m'intéresse. Je suis curieux de savoir si Iwata va réussir à devenir champion. Dans tous les cas, c'est deux gros noms qui s'affrontent, hein, que ce soit l'un pour l'autre. Mettre ce scalp sur leur carrière, c'est quelque chose qui va être important. Et je serais content de voir Iwata redevenir champion et peut-être retenter de prendre sa revanche contre Santiago, reperdre et voir Santiago qui collecte les ceintures une et une japonais là, qui attend que les japonais les récupèrent pour ensuite leur voler lors des matchs d'unification. Mais premier degré, ça m'étonnerait pas qu'Iwata avait retenté sa champion mondiale contre Santiago. Parce qu'il était bien frustré d'avoir perdu. Et il est d'autant plus frustré que son teammate Takami est aussi perdu. Donc là, je crois qu'ils ont. Et Santiago, lui, ça le dérange pas de venir au Japon, il aime bien. Il vient, puis bon, il remporte des titres, quoi. Donc il est plutôt heureux. Et en vrai, ouais, j'y crois bien à la revanche Iwata-Santiago. Pour que Santiago réunisse une troisième ceinture. Et soit une ceinture de l'Undisputed en flyweight. Enfin, en live flyweight. Franchement, j'y crois. Si je devais pronostiquer ce combat, oui, si je crois que je l'ai dit, mais du coup, je vois Matsumoto contre Takada, je vois Masuda contre Donaire, et ici, je pense que je vois Iwata, en vrai. Dans ma tête, Nakal Smart, c'était quand même vieux, et puis, bon, je pense qu'il a quand même une adversité qui était un peu inférieure à celle d'Iwata sur ces dernières années, à part Koyazo, mais bon, Koyazo, il s'est vraiment fait avoir, et puis, je pense quand même que ni une activité, ni sa défaite contre Koyazo lui a fait beaucoup de bien au niveau de sa carrière. Donc, perso, je verrais Iwata favori. Mais franchement, ça serait pas je suis pas non plus très très confiant dans mon prono, hein. Franchement, voir une victoire de Knuckles et Smart, ça m'étonnerait pas tant que ça. Et premier degré, moi qui ai tendance à être vachement. Je suis pas vraiment chauvin parce que je suis pas japonais, mais qui ai tendance à être vachement supporter des japonais, bah, ça me ferait plaisir de voir un Nyanpong gagner. En fait, un peu comme dans le combat entre Masuda et Donner, en face, vous mettez un type qui est d'une autre nationalité, mais que j'aime quand même aussi beaucoup, donc c'est forcément dur pour moi de devoir vraiment choisir. En tout cas, voilà, comme ça vous avez à peu près le setup pour ce combat-là, vous voyez un petit peu les enjeux qu'il y a. Et enfin, je vais parler du main event, dans lequel il y a également un combattant japonais, Jikuya Imura, contre un certain Anthony Olascoga, pour la ceinture WBO des poids mouches. Et de façon étonnante, cette fois-ci le combattant de Tekken, ce n'est pas le combattant japonais, c'est Olascoga. Olascoga qui est un combattant américain, qui s'entraîne dans le quartier de Little Tokyo à Los Angeles, avec Nakatani. Voilà, il est connu pour être le très très bon pote de Nakatani. Bon, il y a toujours des trucs que je comprends pas trop avec cette amitié, hein, genre le fait que Nakatani ne parle pas anglais. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment ils peuvent être gigapotes s'ils ne parlent pas la même langue. Et comment est-ce que Nakatani ne parle toujours pas anglais après avoir habité genre 8 ans aux États-Unis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Apparemment il comprend, mais il parle pas de ce qu'on m'a dit. Enfin bon, voilà, il y a toujours des choses qui m'étonnent un peu. Reste qu'en tout cas, donc Olascoga, c'est un type, on le voit, on le comprend, qui est très bien entouré. Il est coaché par Rudy Hernandez, qui est un très bon coach. Il s'entraîne aux côtés de littéralement des meilleurs, hein, parce que Nakatani est vraiment dans le pound for pound et un des tout meilleurs boxeurs du monde.
Et c'est un type, pareil, j'en ai déjà parlé en très très long, très très large, très très grand travers, qui va passer pro en 2020, va avoir un début de carrière qui va être relativement timide, même s'il marque pas mal de KO, et puis qui va avoir sa chance de montrer tout ce qu'il vaut sur la grande scène euh, en affrontant Cantillo Telagi en short notice. Telagi qui va affronter Bomba Gonzalez, on y revient encore, vous voyez, tout s'entremêle tout le temps. Et puis Gonzalez était destitué à 2 semaines du combat. Et Olasquake, qui s'entraîne au Japon, est venu remplacer pied levé, alors que de base il combattait en mouche, Bomba, donc il est descendu d'une KT pour affronter Telagi. Alors il perd, mais il fait quand même un bon combat. Et donc suite à ça, il va être recatapulté en poids mouche et il va assez rapidement récupérer une chance mondiale pour le titre WBO qui était vacant. Il va faire le tour du monde avec son KO contre Riku Kano, dans lequel il va placer un magnifique crochet du droit dans le coude pour décaler le bras avant de placer un shovel hook en plein dans la mâchoire, ce qui va complètement assommer Riku Kano. Et suite à ça, il va commencer à défendre son titre petit à petit. Donc il va faire 4 défenses de titre contre des adversaires qui sont plus ou moins très bons, mais avec toujours certaines choses à dire, ou à redire. Il va mettre un KO au premier round contre Jonathan Gonzalez, où en fait il y a une sorte de clash de tête. Jonathan Gonzalez se plaint l'arbitre, il combat pas, et du coup l'arbitre arrête. Au début, ça a été déclaré no contest. Finalement, comme il voulait pas faire de revanche, il a réussi à négocier et les gens ont dit bon, en vrai, selon nos règles, ce qui s'est passé, c'est un TKO. Et ça a enterré la carrière de Bomba Gonzalez de façon terrible, alors que c'est un combat qui était très intéressant. Il a affronté Hiroto Kyoguchi dans un combat où franchement il n'a pas été fameux, même si finalement il l'emporte à décision unanime. Kyoguchi qui était un ancien champion des poids mi-mouche, grand rival de Kenshiro Telagi, qui était monté en faux mouche et qui avait fait des plutôt bons combats en mouche. Il était genre classé 10e, 15e de la KT. Et après, il a mis un KO en 2 et un KO en 4 rounds contre un certain Camacho Oliveira et Taku Kuwahara, qui est un ancien challenger. C'était pas la première fois qu'il avait une chance mondiale en poids mouche et qui est un combattant japonais, un vétéran du circuit d'assez longue date. Ce qu'on voit, c'est que ça fait 4 défenses de titre, c'est très bien, mais c'est un combattant qui n'a peut-être pas vraiment goûté au gratin de la KT, qui serait des boxeurs qui évoluent sur un microcosme un peu différent. Je peux penser à Telagi, qui en a fait partie. Je peux penser à Sandoval, je peux penser à Yabuki, essentiellement. Et il se trouve que, du coup, c'est fait que quand il a chopé son titre, il n'était pas si bien classé que ça, en fait, étonnamment. Il était classé genre 8ème de la catégorie, quoi, parce que, bah ouais, t'as chopé un titre, c'est très bien, mais t'as battu Riku Kano, qui était pas non plus hyper bien classé. Et c'est un type qui commence à monter petit à petit, je crois qu'actuellement il est classé 4ème par The Ring, et également 4ème par BoxRec, visiblement, parce que ça, je l'ai sous les yeux. Donc c'est un type qui monte quand même petit à petit dans les classements, mais qui monte pas parce qu'il a affronté un mec qui était considéré comme un crack, mais plus parce que petit à petit il fait que gagner, et donc si tu fais que gagner contre des top 15, à un moment tu finis par monter. C'est un type qu'on a aussi donc pas mal critiqué parce que ouais, il affronte quand même beaucoup de boxeurs qui sont lors du top 10, top 15 de la KT sans vraiment venir toucher un top 10 ou un top 5. Et donc c'est vrai que c'est aussi un truc qui est dérangeant. Il a quand même malgré tout dit et s'est porté un très grand advocate de ce combat-là en disant non non mais moi je vous le dis, belt matters. Les titres ont une importance en boxe. Et comme les titres ont une importance, moi je suis champion et je représente clairement le fait que je suis excellent parce que j'ai une ceinture. Ce avec quoi j'étais pas vraiment d'accord, parce que d'un côté, les titres c'est très bien, mais je préfère des gens qui font des combattants de grandes oppositions, quitte à pas avoir de ceinture, genre Verdi leur titre junior, plutôt que quelqu'un qui va avoir des combattants moins bons en face de lui, mais avec une ceinture en jeu. La ceinture, c'est un peu du marketing, au fond. Enfin, c'est censé permettre de définir qui est le meilleur et qui est-ce qu'il affronte, mais bon, en pratique, quand on a un petit peu plus l'œil avisé du sport, on voit que c'est pas tout le temps le cas. Et évidemment, ce qu'on préfère, c'est quand le meilleur affronte le meilleur, pas quand il y a un titre en jeu, entre un numéro 8 et un numéro 15. Bon. Reste que bon, en tout cas, il finit par très bien se classer. Il a combattu il n'y a pas si longtemps, parce qu'il a combattu en décembre. Et à ce moment-là, il y avait eu un peu un couac, parce qu'il était censé combattre un certain Jikuya Imura. Et finalement, ça avait été changé pour qu'il combatte Taku Kuwahara, plus ou moins au dernier moment. Bon, du coup, ça a été rechangé, et maintenant c'est bon, il va bien pouvoir combattre Jikuya Imura, qui, quant à lui, a été champion du Japon. Alors, je sais plus s'il l'a encore, je vais vérifier, mais il avait été champion du Japon des poids mouches. Non, ça, il l'est plus, puisqu'après, devenu champion du Japon, il est donc passé champion d'Asie. C'est actuellement le champion PBF. Et ça fait plaisir de voir que les champions d'Asie arrivent toujours à petit se diriger vers des chances mondiales. C'est un type sur lequel j'ai pas forcément grand chose à dire. C'est un mec que je connais pas tant que ça, en fait, pour être honnête, Imura. Je sais globalement que il s'entraîne je crois, à la Kadoebi Gym, qui est une gym que j'ai pas trop l'habitude de parler, mais je la connais parce que elle a fait, elle est tout devant, une pub, je crois, de Boxro. Voilà, ils ont tourné ça là-bas. Et donc vous l'avez probablement déjà vu, si vous traînez un peu sur Insta et que vous avez vu les pubs Boxro, vous avez probablement vu déjà passer la devanture de cette salle. Mais sinon, c'est pas une salle que je connais tant que ça. C'est un type qui, globalement, n'a accusé qu'une seule défaite dans sa carrière par KO contre un Philippin qu'il a vengé il y a pas longtemps, par une décision unanime assez large.
C'est un type qui a un parcours assez classe, il est actuellement classé 12e de la KT, donc entre 10 et 15, hein, comme quoi Olascoaga ne se refait pas, il continue de prendre des top 10, top 15, donc je continuerai d'être critique de ça. Encore. Et c'est en même temps un type où je suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi, mais il a l'air d'avoir une relation très étroite avec le Mexique. Typiquement sur Boxrec, il a un chapeau mexicain dans sa photo, et pour avoir un peu checké son Insta et compagnie, bah ouais, le mec va quand même très très souvent au Mexique. Donc bon, écoutez, je sais pas trop si jamais il a. Mais en même temps, il fait tous ses combats depuis le Japon, il s'entraîne au Japon, il est japonais, donc écoutez, je sais pas trop pourquoi il a une filiation aussi grande avec le Mexique. Je sais qu'il y a certains boxeurs japonais qui vont s'entraîner là-bas ou qui ont combattu là-bas. Je pense notamment à Sakai, qui avait interviewé Box Attitude, qui a fait une bonne partie de sa carrière au Mexique. Donc c'est peut-être un peu le cas de Imura, qui allait là-bas régulièrement s'entraîner. Bon, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, c'est un boxeur que je connais un peu moins, même s'il est quand même champion d'Asie. C'est un challenger qui est légitime, il n'y a pas de problème. Je continuerai d'être un peu critique de Olascoaga, de prendre des top 10, top 15. Et donc, au cas où c'était pas très clair ce que je dis, Olascoaga, c'est bien lui qui représente Tekken dans ce combat-là, puisque Tekken est la salle japonaise qui, à mon avis, est le plus connue pour aller chercher des combattants étrangers qui vont pouvoir combattre depuis Tekken. Je pense notamment à Roman Chocolatito Gonzalez, qui a combattu depuis Tekken. Je pense notamment à Carlos Quadras. Et je pense, par exemple, également à Bam Rodriguez, qui a combattu depuis Tekken. Donc bah, c'est également le cas de Olascoaga. Donc on voit que c'est une gym qui est quand même une place forte pour beaucoup de combattants étrangers qui sont aussi très bons et qui ont plus d'intérêt à évoluer dans les petites catés, notamment des combattants américains, des poids mouches ou mi-mouches, qui auraient plus intérêt à aller évoluer dans ces catés-là. Perso, je pense que Olascoaga devrait gagner ce combat, parce que quand même, il a beau rechigner à affronter un top 5 ou un top 10, bah, c'est quand même un combattant de qualité qui a montré, pour moi, de la manière dont il se débarrasse sans trop de problème de tous ses adversaires, du top 15, que bah, ouais, clairement, il a ce qu'il faut pour être au-dessus. Donc je pense qu'il part assez favori dans ce combat-là. Probablement par KO, même si bon, il y a certains combats, genre contre Kikuchi, où miraculeusement, on comprend pas trop pourquoi, il a été extrêmement timide à déclencher. Sinon, c'est quand même globalement un combattant qui est plutôt agressif. Et je pense qu'il devrait pouvoir s'imposer un moment par arrêt contre Imura. En tout cas, c'est mon prono. Et je dirais que je suis quand même vachement plus confiant de la victoire de Olascoaga que je ne le suis et de la victoire de Iwata et de la victoire de Masuda sur Donner. Bon, ok, finalement, bah, j'ai après dit tout ce que j'avais à dire. On voit qu'on a une soirée qui est sympa, avec vraiment 4 combats qui devraient être cool, vraiment. Où on a un total de 8 noms qui méritent selon moi d'être suivis. Allez, peut-être Unita Takada, que je suivrai un peu moins si jamais vraiment je devais être méchant. Mais sinon, c'est 7 noms. Allez, non, ok, Jipuya Imura, qui est un boxeur que je connais un peu moins, mais qui reste quand même un nom hein, pour la boxe au Japon actuellement. C'est vraiment leur meilleur poids mouche. Derrière, genre Telaji et Yabuki doit être peut-être troisième. Je vérifie sur BoxRec, mais je pense qu'il doit être troisième. Euh, bon, il est marqué qu'il est quatrième, oui, parce qu'il y a Sego Yoriakui aussi, que j'ai oublié. Donc bon, ok, mais c'est quand même un très très bon boxeur japonais pour la KT des mouches. En tout cas, on voit que c'est quand même une soirée qui est intéressante à suivre. Et ce qu'on voit, c'est que depuis que Telaji combat un peu moins, depuis que Nakatani commence à combattre sur les cartes de Inoue, et ben ces soirées japonaises qui pendant 2 3 ans avaient un peu comme rendez-vous toujours le fait d'avoir Takuma, le fait d'avoir Nakatani, le fait d'avoir Telaji, et ensuite de mettre d'autres gens en sous-carte. On voit que ça shift un petit peu et qu'on a des boxeurs différents qui commencent à faire des top cartes. Là bientôt on va avoir Estrada contre Nasukawa, dont je vais aussi parler, encore une fois du Tekken. Donc voilà, on voit qu'on a des cartes japonaises qui se transforment un petit peu et qui pourtant restent toujours aussi banger, ou en tout cas restent toujours aussi prometteuses. Je suis aussi très fan du matchmaking, j'en ai pas tant parlé, mais de toute façon vous l'avez un peu vu. Masuda Donner, j'ai du mal à pronostiquer, et le combat me hype beaucoup. Iwata Knockout CP Fresh Mart, c'est pareil. Olascoaga Imura, un peu moins fan, mais franchement, c'est un combat dont on nous avait vendu, donc ça fait sens qu'il arrive. Et Matsumoto Takata, bon, je suis pas sûr que la revanche était nécessaire, ils vont la faire quand même. Écoutez, en tout cas, je pense que vous avez compris, j'aime bien le matchmaking. Sur ce, j'avais dit que je ferais court, j'ai fait 43 minutes, j'ai menti. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, en espérant que ça vous hypera et que vous arriverez à trouver soit des replays, soit un stream sauvage dimanche midi pour regarder toute cette soirée, toute cette journée, matinée. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, c'était Louis, et puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour parler de Naval été, mais c'est pas sûr. Allez, ciao, à plus!